Donc, on va juste présenter voilà, le webinaire, le dispositif d'assistant médical pour donner un peu plus d'informations aux médecins. Et puis, on répondra aux différentes questions. Il y a également une FAQ qui a été mise en place par l'assurance maladie, donc sur leur site internet. Donc, on a repris, on a complété également avec d'autres questions que nous-mêmes on se posait. Et donc, on leur a soumis différentes questions. Il y en a certaines qui n'ont pas eu de réponse parce que ça concerne le droit du travail, par exemple. Mais globalement, sur l'ensemble des questions, on a eu les réponses. Donc, on espère que ça vous servira. Donc, ce support que l'on va vous présenter, il sera disponible dans la description de la vidéo. Donc, il vous suffira de cliquer sur le lien, vous arriverez directement sur le support et vous aurez accès à ce dernier avec toutes les questions-réponses ainsi que les liens utiles qui sont transmis également par l'assurance maladie, comme leur flyer, le contrat type, par exemple, d'assistant médical, ce genre de petites informations. Donc, je vous propose de commencer donc par l'ordre du jour. Donc, on va commencer par la présentation du dispositif. Donc, tout simplement la définition de l'assistant médical, les modalités du dispositif, avec notamment les soutiens financiers, donc l'aide à l'emploi, les missions de l'assistant médical. Ensuite, on partira sur les retours d'expérience, donc du coup du docteur Pichenet, qui est actuellement médecin généraliste à la maison de santé du Bois-Badeau, avec sa merveilleuse assistante médicale, Elena Chamoumala, pour vous faire un magnifique retour d'expérience. Donc, on va leur poser pas mal de petites questions que l'on se pose. Et ensuite, on répondra à vos questions. Donc, le point 6 qui est la FAQ, et le point 7 donc les liens utiles, ne seront pas forcément abordés lors de ce webinaire, mais ils seront accessibles via le support que l'on vous transmettra. Alors, l'assistant médical. Donc, l'assistant médical, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un professionnel de santé. Donc, même si un professionnel de santé peut se former en étant assistant médical, il ne pourra pas réaliser d'examen avec des appareils qui ne sont pas totalement automatiques. Donc, ça implique forcément qu'il n'y a pas d'activité 100% distancielle, qu'il n'y a pas d'activité exclusive au domicile des patients, parce qu'il n'y a pas d'indemnité kilométrique, par exemple. Et il y a une appréciation par le médecin employeur parce qu'il engage sa responsabilité pour tous les actes que l'assistant médical réalisera. Donc c'est pour ça que c'est quand même très important comme fonction, l'assistant médical. Il est là pour épauler le médecin, soit médecin généraliste, soit médecin spécialiste, parce que beaucoup de médecins spécialistes peuvent également bénéficier du dispositif de l'assistant médical. Et donc l'assistant médical est surtout là pour réaliser des actes médicaux très simples et des tâches administratives. Et une autre information très importante, c'est que l'assistant médical ne se substitue pas à un autre professionnel de santé ou à une secrétaire médicale. Par exemple, si vous avez un ou une secrétaire médicale et que vous souhaitez un assistant médical, donc vous voulez peut-être former votre secrétaire médical, eh bien, le contrat qui sera réalisé avec la CEPAM stipulera en fait que même si vous formez votre secrétaire médical en tant qu'assistant médical, il faudra remplacer votre secrétaire médical qui est devenu assistante médicale. Donc, vous ne pouvez pas supprimer votre secrétaire médical pour avoir un assistant médical. Vous aurez les deux. Donc, c'est une petite subtilité. Donc, la fonction d'assistant médical, donc, elle peut être assurée aussi bien par des aides-soignants, des infirmières, des secrétaires médicales ou tout autre profil avec un niveau 4. Donc, c'est le niveau baccalauréat ou équivalent. Donc, dans tous les cas, l'assistant médical, donc qu'il soit professionnel ou non, hein, il devra s'engager sur une formation spécifique avec une durée spécifique. C'est-à-dire que si la formation est suivie par un non-professionnel de santé, la formation durera 279 heures. Alors que si c'est un professionnel de santé qui réalise cette formation, lui, a un peu de la chance, il réalisera la formation qu'en 98 heures. Donc, c'est un petit avantage qu'ont les professionnels de santé, même si, je le rappelle, même en tant que professionnel de santé, si vous devenez assistant médical, vous ne pourrez pas réaliser des actes médicaux, autres que des actes médicaux réalisés avec des appareils automatiques. Donc, une fois que vous avez embauché un assistant médical, ce dernier a 2 ans pour obtenir ce fameux CQP, donc le certificat de qualification professionnelle, donc qui lui octroie la capacité d'être assistant médical ou une attestation de formation d'adaptation à l'emploi si vous êtes professionnel de santé de base. Donc l'avantage d'un assistant médical, c'est que ça vous permet
d'améliorer l'accès aux soins des patients, forcément parce que vous augmentez drastiquement votre capacité à pouvoir prendre en charge des patients. Vous regagnez du temps médical et donc ça vous permet de vous recentrer sur le soin et pas sur la tâche administrative qui vous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps malgré tout. Et ça vous permet de définir librement les missions de votre assistant médical. Donc, si vous voulez que l'assistant médical se charge uniquement voilà, compléter les dossiers patients ou d'accueillir vos patients, voilà, vous pouvez le définir comme ça. Vous pouvez lui demander de faire des dépistages, de faire une pré-consultation. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous attendez de votre assistant médical. Donc, c'est vraiment un dispositif qui s'adapte à votre pratique. Donc, c'est un énorme soutien, je pense, en tout cas, à mon sens. Donc, pour vous permettre d'avoir un assistant médical. Donc, la CEPAM propose un soutien financier qui est dégressif sur plusieurs années. Donc, c'est sur 3 années. Et c'est un contrat de 5 ans. Donc, c'est signé, le fameux contrat, il est signé entre vous et la CEPAM. Donc, en contrepartie de cette aide financière, dont on va vous détailler le montant tout de suite après, le médecin s'engage à avoir soit un maintien, soit une augmentation de sa patientèle. Alors, le maintien, c'est uniquement pour les professionnels, enfin les médecins qui ont 65 ans ou plus. Dans ce cas-là, en fait, il y a une sorte de tolérance et on va accepter en fait que vous soyez juste dans le maintien de votre patientèle avec même une tolérance sur une perte de 10% de votre patientèle. Alors que pour un médecin généraliste qui a moins un médecin généraliste ou spécialiste qui a moins de 65 ans, on va lui demander forcément d'augmenter sa patientèle, ce qui est plus ou moins logique parce qu'il aura plus de temps. Donc, pour chaque spécialité, donc que vous soyez généraliste ou d'autres spécialités médicales, l'objectif, il est calculé en fonction donc, de l'option choisie. Donc, si vous choisissez d'avoir un assistant médical à mi-temps ou à temps complet, et en fonction également du nombre de patients dans votre patientèle de départ à la signature du contrat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être éligible quand même à cette aide, en tant que médecin généraliste, vous devez avoir 775 patients ou plus dans votre patientèle médecin traitant. Si vous êtes à 700, la CEPA malheureusement va vous dire désolé, vous n'avez pas la patientèle déjà requise. Donc il va falloir augmenter votre patientèle médecin traitant pour pouvoir bénéficier de l'aide à l'emploi. Et quand vous êtes spécialiste, on ne vous demande pas d'avoir une patientèle médecin traitant, mais d'avoir au moins 1457 patients ou plus dans votre patientèle file active. Donc c'est la petite subtilité entre la médecine générale et la médecine spécialiste. Donc l'information aussi, qui est la plus importante, c'est l'aide forcément qui est apportée par la CEPAM pour embaucher un assistant médical. Donc vous avez deux options de financement, soit le mi-temps, donc à 0,5 équivalent temps plein, soit le temps complet, c'est-à-dire un équivalent temps plein, le fameux ETP. Donc l'avantage, c'est que l'aide financière, elle est pérenne et renouvelable au terme du contrat. C'est-à-dire que vous réalisez le contrat pendant 5 ans, et si au terme des 5 ans, vous dites que le dispositif il est super et vous voulez continuer, vous pouvez. Et vous pouvez également, après, embaucher un second assistant médical, on va le voir juste après, dans les slides suivantes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, l'aide financière qui est attribuée par la CEPAM est dégressive sur l'année. Donc la première année, par exemple, pour un mi-temps, vous avez 19 000 euros qui vous est attribué par la CEPAM. La deuxième année, c'est 14 000 euros. La troisième année et donc la quatrième et la cinquième année, c'est 11 000 euros. Donc vous voyez que c'est un petit peu dégressif. Et après, vous avez encore une fois une subtilité qui est attribuée en fonction également de votre patientèle. Si vous avez forcément une patientèle qui se situe entre P90, donc le percentile 90 et le percentile 94, le montant, il est majoré. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 11 000 euros, vous avez 13 000 euros pour un temps partiel. Et si vous avez une patientèle vraiment très élevée, donc au-dessus de percentile 95, dans ce cas-là, ce n'est plus 11 000 euros, mais 19 000 euros pour un temps partiel. En temps complet, c'est tout simplement le double. C'est voilà, c'est la logique. Voilà, c'est à voir effectivement en fonction de votre activité. Si l'entièreté des coûts, j'ai envie de dire, de l'assistant médical sera pris en charge par cette aide, voilà, on demandera au docteur Pichenet si c'est le cas. Mais en tout cas, voilà, des retours qu'on a eu en tout cas pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas trop. Chacun décide en fonction de sa capacité. Donc, voilà, ça, c'est tout simplement le détail, comme je viens de vous l'expliquer, en fonction de votre patientèle, parce que quand même, la CEPAM essaye quand même de s'adapter aux médecins qui ont une très forte patientèle, et bien, vous avez une majoration. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif, il a subi une amélioration déjà cette année.
Et donc, à l'époque, par exemple, c'était, enfin, à l'époque, c'était pas si lointain, mais ce n'était pas, par exemple, 19 000 euros, mais c'était 16 000 euros, il me semble. Donc, et c'était ça, c'était 16 000, il me semble. Donc, il y a eu une majoration de 5%. Donc, c'est quand même une belle amélioration. Peut-être que pour les années futures, il y aura également une évolution. J'ai l'impression quand même la CEPAM s'attarde beaucoup justement sur ce dispositif-là qui, quand même, pour l'instant, a de très bons échos et fonctionne très bien. Donc, pourquoi pas justement le pérenniser jusqu'au bout. Donc, à partir de la troisième année du contrat, donc à la fin de la deuxième année, il y a deux options supplémentaires qui sont ouvertes aux médecins. Donc, je vais vous l'expliquer juste après. Donc, pour bénéficier de ce fameux avantage, il faut exercer en zone d'intervention prioritaire, les fameuses zones ZIP, donc les fameuses zones qui sont en désertion médicale totale. Il faut être qualifié ou spécialiste en médecine générale, donc à l'exclusion des médecins à exercice particulier, les fameux MEP. Il faut également avoir déjà signé un contrat avec une option, donc exercice temps plein pour un assistant médical, et vous devez avoir atteint l'intégralité des objectifs de votre contrat. Une fois que vous avez atteint ces fameux critères nécessaires, vous pouvez avoir une aide supplémentaire pour avoir un second assistant médical. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette aide démarre à partir de la troisième année. C'est-à-dire que même si dès le départ, vous avez une très grosse patientèle et vous vous dites, mais moi, il me faut deux assistants médicaux pour être très bien, eh bien, la CPAM vous dira, bah, désolé, non. On va évaluer déjà bah, l'évolution, on va dire, de votre patientèle et de votre exercice professionnel sur les 2 premières années. Et si jamais ils considèrent que voilà, vous avez atteint les objectifs, ils vont vous financer, dans ce cas-là, un second assistant médical. Donc, au lieu d'avoir 11 000 euros, par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure, la troisième année, vous aurez 33 000 euros. Et sur le même principe que les aides précédentes, vous avez une majoration en fonction de votre patientèle. Donc, si vous avez une patientèle entre P90 et P94, vous n'avez plus 33 000, mais 39 000 euros, c'est majoré. Et si vous avez une patientèle se situant à P95 et au-delà, vous passez à 57 000 euros pour un 1,5 équivalent temps plein. Donc c'est quand même très intéressant. À savoir que l'aide à l'emploi pour le second assistant médical ne concerne que les médecins généralistes. C'est-à-dire que les médecins spécialistes, pour l'heure en tout cas, ne peuvent pas bénéficier d'un second assistant médical. Donc c'est le petit avantage qu'ont les médecins généralistes, logique, parce que c'est eux qui engrangent le plus de patientèle médecin traitant. Donc le montant de l'aide versée est annuel, pérenne et évolutif dans le temps. Ça veut dire que pour les 2 premières années, l'aide est versée en une fois. Donc vous avez l'équivalent voilà, de 19 000 euros tout de suite, donc à la signature du contrat, et l'année suivante à sa date d'anniversaire. Et à partir de la troisième année, souvent, comme c'est le cas pour les aides versées par la CEPAM, c'est versé en deux fois, donc sous la forme d'un acompte, donc 50% d'un coup, puis le solde de 50%, tous deux versés dans les 2 mois qui suivent la date de la signature du contrat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tout objectif, hein, il y a une proratisation qui est effectuée. Donc, le solde va être variable donc en fonction de la atteinte ou de la non-atteinte de l'objectif, c'est-à-dire du nombre de patients que vous avez pris en charge. Parce que c'est nécessaire pour la CPAM, en tout cas, c'est un critère clé, c'est d'augmenter votre patientèle médecin traitant. C'est nécessaire pour bénéficier de cette aide. Donc, voilà pour les modalités du dispositif, dans les grandes lignes. Ensuite, vous avez les missions de l'assistant médical. Donc souvent, on se demande, mais l'assistant médical, c'est super, c'est sympa, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien, il y a trois grands types de missions. Vous avez les tâches de nature administrative, donc ça va être l'accueil de patients, la création et la gestion de dossiers, l'accompagnement de la mise en place de la télémédecine au sein du cabinet, par exemple. Vous avez une deuxième grande tâche qui est la préparation et le déroulement de la consultation, donc avec l'habillage et le déshabillage du ou des patients, la prise de constante, donc prise de constante pareil via des appareils automatiques, la délivrance des tests de dépistage, l'aide à la réalisation de certains actes, par exemple, mais pareil, qui ne nécessite, donc c'est aucun acte technique, hein. Je le reprécise. Et enfin, la troisième grande mission de l'assistant médical, c'est d'organiser la coordination, c'est-à-dire prise de rendez-vous avec les autres professionnels, par exemple. Donc, dans le cas de l'exercice coordonné, quand vous êtes dans une maison de santé. Donc, la création de ce nouveau métier constitue une possibilité d'évolution professionnelle pour les secrétaires médicales, parce que c'est souvent elles qui sont ciblées par ce dispositif. Vous avez aussi certains professionnels qui font une reconversion professionnelle
Mais voilà, je pense que dans la plupart du temps, les chiffres, c'est voilà, plutôt des secrétaires médicales qui évoluent et qui souhaitent devenir assistantes médicales. Donc, les prérequis pour rentrer dans la formation pour devenir assistant médical, donc, comme on l'a précisé tout à l'heure, c'est un niveau 4, c'est-à-dire bac ou équivalent, donc pour les jeunes sortis de formation initiale. Niveau 4 pour les demandeurs d'emploi et les salariés en reconversion ne possédant pas d'expérience dans le secteur de la santé. Une certification de niveau 4 validée en secrétariat médical ou non validée à condition d'avoir une expérience professionnelle d'un an minimum comme secrétaire médical, ou le titre d'assistante dentaire de niveau 4 validé. Donc, pour avoir ce fameux diplôme, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la durée de la formation, c'est 279 heures. Donc pareil, ça a été diminué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la modification du dispositif, c'était 384 heures pour un non-professionnel de santé. Donc là, vous avez 279 heures à réaliser pour devenir assistant médical, donc pour un non-professionnel de santé, en sachant qu'un professionnel de santé qui se reconvertit, lui, n'aura à effectuer que 98 heures de formation. Donc, dans cette formation, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a quatre grands blocs. Le bloc numéro un, c'est le suivi du parcours de santé du patient, donc avec l'examen et soins courants au cabinet, donc présenter au patient les examens et les soins courants réalisés par le praticien. Vous avez également le parcours de santé et la coordination, c'est-à-dire programmer et établir le suivi des parcours de santé des patients, expliquer et guider les patients dans les parcours de santé. Vous avez également la vaccination et le dépistage, c'est-à-dire contrôler la situation vaccinale des patients et la réalisation des examens liés aux campagnes de dépistage de masse. Et la politique de santé publique, donc en expliquant aux patients les recommandations des campagnes nationales de santé et en appréhendant l'organisation du système de santé. Donc, vous voyez, l'assistant médical est vraiment là pour épauler le médecin et pas pour lui ajouter de la charge administrative. Ensuite, vous avez un gros bloc 2 donc, qui va concerner l'accueil et la prise en charge administrative des patients, donc avec la création et suivi d'un dossier patient, donc en constituant tout simplement le dossier patient. Le vocabulaire médical, forcément, c'est-à-dire maîtriser le vocabulaire médical de base, donc aux pathologies et examens exploratoires et éléments de surveillance pour communiquer avec les patients. Forcément, il vous demande quand même une certaine base médicale tout de même. Le logiciel médical également, donc utiliser les fonctions de base et avancées d'un logiciel médical. La communication avec les patients, donc en appliquant les fondamentaux de communication dans la relation au patient et en gérant les situations difficiles liées à l'affluence et l'attente et aux urgences forcément. Ça, c'est une complexité qu'ont tous les médecins. L'assistant médical est également formé à gérer ce genre de situation. Et vous avez également un volet qui est sur la télémédecine, donc en organisant la téléconsultation et en maîtrisant les bases réglementaires de la télémédecine. Voilà pour le bloc 2. Le bloc 3 va concerner l'hygiène et la qualité qui revient énormément maintenant. Généralement, les formations ont un module qualité. Donc, vous avez la gestion du risque contaminant, donc appliquer les protocoles de stérilisation, de désinfection et de gestion des déchets, maîtriser le cadre réglementaire en matière d'hygiène et de sécurité. Et vous avez un autre volet sur l'identito-vigilance et pharmacovigilance, donc en appliquant les procédures du cabinet en matière d'identito-vigilance et en renseignant tous les événements indésirables liés aux soins, par exemple. Et vous avez enfin un dernier bloc, le bloc 4, qui est lié à l'assistance opérationnelle aux praticiens, c'est-à-dire la formation AFGSU, donc les gestes de secours vital, donc le niveau 1, les constantes et les mesures, donc mesurer les paramètres vitaux et physiologiques, encore une fois, je le rappelle, avec des outils totalement automatiques, la gestion des stocks, donc gérer le stock d'un cabinet médical en matériel médical et produits pharmaceutiques. Et enfin, l'assistance technique aux praticiens, c'est-à-dire organiser les conditions matérielles permettant la réalisation des soins par le praticien et installer les patients en fonction des soins. Donc c'est quand même une formation assez complète avec quatre gros blocs qui reprend en gros la plupart des tâches du médecin, forcément beaucoup moins importantes, mais voilà, pour superviser en tout cas et épauler le médecin. Donc en bref, le dispositif d'assistant médical, bah, il permet déjà au médecin de retrouver du temps médical, donc qui va être bénéfique à ses patients forcément. Le médecin décide des missions confiées à son assistant médical, donc parmi les trois grandes missions qui peuvent lui être appliquées et fournies. Le dispositif est conçu pour s'adapter à l'exercice du médecin, c'est-à-dire qu'en fonction de votre patientèle et en fonction de votre âge également, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez 65 ans ou plus,
eh bien, on ne va pas vous demander d'augmenter votre patientèle, mais tout simplement de la maintenir avec une tolérance de perte de 10%. Et si vous signez, par exemple, le contrat alors que vous avez, je ne sais pas, 63 ans et que vous arrivez à 65 ans, vous allez voir qu'il y aura un avenant qui va vous être proposé par la CEPAM, justement parce que vous avez atteint l'âge de 65 ans. Et donc, on va vous demander voilà, de ne plus forcément augmenter votre patientèle, mais juste de la pérenniser tout simplement. Donc, c'est quand même un gros point positif sur cette modalité-là. Et l'aide financière, forcément, elle est pérenne et annuelle. Elle est versée en contrepartie d'objectifs atteignables. Donc, normalement, la CEPAM ne va pas vous demander de réaliser d'objectifs qui sont totalement irréalisables. Le but pour eux, c'est que le médecin généraliste puisse continuer sa pratique, puisse prendre encore plus de patients, forcément parce que voilà, je pense que c'est une réalité que tout le monde connaît. Il y a de moins en moins de médecins, beaucoup partent en retraite, il n'y a pas suffisamment de nouveaux médecins généralistes, malheureusement. Et donc forcément, vous avez une capacité de patients qui augmente de plus en plus parce que vous devez récupérer en quelque sorte la patientèle de vos confrères qui partent en retraite ou qui déménagent ou qui cessent leur activité tout simplement. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc voilà pour le dispositif assistant médical. On a ce soir la chance d'avoir donc le docteur Pichenet et son assistante médicale, donc Elena Chanmala, donc qui exercent tous les deux à la maison de santé du Bois-Badeau, donc à Brétigny-sur-Orge. Donc ils ont accepté de témoigner aujourd'hui pour nous. Donc on va leur poser plein de petites questions qui concernent leur pratique et tous les avantages que cela peut apporter dans leur pratique quotidienne. Donc moi déjà la première question que j'aimerais poser au docteur Pichenet, c'est la fameuse rumeur qui dit que le dossier à réaliser pour l'aide à l'emploi de l'assistant médical, donc à réaliser avec la CEPAM, est totalement ubuesque. Il est beaucoup trop complet, c'est beaucoup trop gros. Il y a une peur administrative des médecins, j'ai l'impression, sur ce dispositif-là. Donc, est-ce que pour vous, ça a été simple? Ah, Honnêtement, ça a été extrêmement simple, hein. c'est C'est vrai? le dossier il est minimaliste. Oui. Euh, alors, une petite précision, en fait, euh, la plupart des médecins du département sont au-delà du 95e percentile au niveau de la patientèle. Et donc, du coup, en fait, on a comme seule obligation un maintien de patientèle. D'accord, Et on a surtout une aide qui reste pérenne dans le temps et qui ne décroît pas. d'accord. D'autant plus qu'on est, nous, en ZIP, mais je pense que sur le département, enfin 90% du département est en ZIP, hein, donc Oui. voilà. Oui. Donc en fait, on se situe dans une aide qui est pérenne dans le temps et qui n'a pas d'autre contrainte que de maintenir sa patientèle. Voilà. D'accord, Et vraiment, donc, pour nous, enfin, alors, c'est un petit peu différent. On est aussi, nous, dans une maison de santé, donc avec un expert comptable et qui a pris en charge aussi une partie, en fait, de l'administratif pour l'assistante médicale. d'accord. Mais concernant le dossier initial, ça a été d'une simplicité enfantine. D'accord. Donc, très simple à mettre en place. Est-ce que vous Ouais, êtes ouais. bien accompagné, du coup, par les délégués de l'assurance maladie sur... Ils ont quasiment tout rempli à notre place et on n'a eu Super. qu'à signer au bas de la page, hein. D'accord, eh ben, du coup c'est super. Est-ce que Ouais, parce que vous devez mettre quoi à disposition de l'assistant médical? Généralement, il lui faut un cabinet également. Est-ce que du coup il vous ouais. faut suffisamment, il vous faut beaucoup de place? Là, vous êtes dans une maison de santé, donc vous avez la chance d'avoir plusieurs cabinets. Mais est-ce que c'est par exemple votre cabinet que vous avez séparé en deux, vous avez scindé en deux, ou est-ce qu'elle a un Non, cabinet? on avait la chance d'avoir un cabinet, mais c'est vrai que euh, en fait, quand on a commencé le process pour l'assistance médicale, il y a une espèce de flou. D'abord, on ne savait pas vraiment comment l'employer, on ne savait pas quelles allaient être ses missions. Donc ensuite, on a co-construit avec elle, au fur et à mesure qu'elle se formait, sa fiche de poste, hein. Ça n'a pas été une évidence tout de suite. Euh, et puis, je crois que le travail de l'assistante médicale, il doit s'adapter en fait au lieu et à la configuration des lieux. Nous, on est dans une maison de santé avec un cabinet individuel qu'on pouvait donner à notre assistante médicale. Il y a d'autres lieux où les assistantes médicales sont dans le même cabinet que le médecin et vont travailler en même temps sur la consultation pour faire de la saisie. Et aider les patients à se déshabiller. Enfin,
je crois c'est une boîte à outils et que, en fait, chacun doit organiser ça comme il le souhaite et en fonction de sa pratique. D'accord. Mais c'est très bien. Donc du coup, il y avait déjà bon, là pour vous, vous avez une organisation heureusement donc et d'exercices coordonnés déjà, donc vous avez l'habitude de travailler en groupe. Et concernant le matériel qui est mis à disposition de l'assistante médicale, donc on a vu qu'il fallait uniquement que l'assistant médical pouvait uniquement utiliser du matériel automatique. Est-ce Oui. que c'est du matériel que vous aviez déjà vous en tant que médecin, ou est-ce que vous avez dû investir dans du matériel spécifique justement pour le mettre à Alors, disposition de l'assistant médical? on a profité pour investir, en fait. D'accord. Parce qu'il y a un certain nombre de dépistages qu'on souhaitait mettre en place. Euh, Notamment, on fournit des appareils d'automesure à nos patients avec des protocoles. Et du coup, bah, c'est l'assistante médicale qui va voir les patients, leur fournir le matériel, leur expliquer comment s'en servir, et puis ensuite aller récupérer le matériel. On va avoir aussi, on va faire les dépistages auditifs chez les enfants. Euh, alors, concernant les électrocardiogrammes, on peut pas les faire faire par l'assistante médicale parce que c'est pas un processus complètement automatisé. Donc, D'accord. c'est notre infirmière Azalée qui s'en charge. Mais voilà, on essaye de plus en plus d'intégrer Elena, notre assistante médicale, euh, dans le groupe et dans le parcours de soins du patient, en fonction des possibilités qui nous sont données, quoi. D'accord. Et pour vous, est-ce qu'il y a des choses, alors, logiquement dans la pratique, forcément ça a changé, mais qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre pratique de médecin généraliste, dans une structure coordonnée, depuis l'arrivée justement d'Elena, qui est votre assistante médicale? Est-ce que vous avez vraiment senti la différence, c'est-à-dire pouvoir dégager du temps administratif, ne plus être peut-être submergé par les dossiers à remplir, les tâches administratives? Tout à fait. Il y a un certain nombre de tâches qu'on lui délègue. Il y a des tâches qui sont purement de type secrétarial, mais, euh, mais on peut gagner du temps pour effectivement passer des appels auprès des confrères ou prendre des nouvelles de patients. Et puis pour un certain nombre de contraintes administratives ou euh, de perte de temps qu'on peut avoir quand on a besoin d'avoir des rendez-vous avec la CPAM, enfin, un certain nombre voilà, Oui, de de contacts rendez-vous. un peu difficiles hein, ou un peu longs à avoir, et ben, elle nous décharge énormément, quoi. D'accord, donc une vraie plus-value sur votre pratique de médecin généraliste Ouais. au fil du temps. Bon, bah, c'est déjà, c'est l'avantage, hein. Vraiment, le dispositif est fait pour ça. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Je vais vous poser une question assez privée, hein, mais, mais sur les coûts, en fait. Alors, Il y a un témoignage sur le site de la CEPAM, par exemple, qui précise, c'est un médecin qui précise que l'aide à l'emploi pour l'assistant médical suffit à prendre en charge l'intégralité des coûts de cet assistant médical. Est-ce que c'est un cas particulier ou est-ce que dans la pratique générale, il y a toujours un reste à charge pour le alors, médecin? pour nous, il y a un reste à charge. D'accord. C'est-à-dire, alors on est encore, nous, sur une aide de 36 000. Hein. L'aide de D'accord. Oui, 38 000, d'accord. c'est à la fin de l'année. D'accord. Et nous, on a regardé avec les charges patronales, avec l'ensemble, Mhm. euh, on est sur un coût aux alentours de 42 000. Donc, D'accord. il y a un reste à charge de 6 000 euros. Mais enfin, c'est rien. D'accord. Pour l'emploi d'une personne, 6 000 euros sur l'année, Oui. c'est rien du tout. Hein. D'accord. C'est très bien, d'accord, super. L'avantage en plus, c'est que bah, du coup, un assistant médical peut être mutualisé avec un autre médecin, du Ouais. coup, parce que ce serait un temps partiel chacun. Donc après, bon, forcément, c'est des modalités particulières, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, bah, c'est super de mutualiser un assistant médical, mais dans la pratique, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le matin, c'est un avec vous, par exemple, et l'après-midi, c'est avec un autre Non, médecin, non. ou est-ce que c'est une journée Alors, particulière? en fait, Oui. on a commencé l'expérience avec Elena, donc on est deux médecins, on va avoir l'aide, donc on a chacun un mi-temps, Oui. mais en fait, on a intégré Elena dans la maison de santé. Et donc, elle est intégrée à l'équipe et les 6 médecins généralistes de la maison de santé bénéficient de son aide et voilà. Donc, en fait, c'est pas, elle travaille pas alternativement pour l'un ou pour l'autre, elle travaille pour le groupe en entier Oui. et il n'y a pas de et
et voilà, on est en réflexion avec elle pour savoir si on va prendre un deuxième assistant médical ou pas, Mhm. hein, en fonction de son travail et de ses besoins aussi à elle. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que du coup, cette organisation peut se réaliser parce que vous êtes dans une maison de santé, forcément avec plusieurs médecins généralistes, plusieurs paramédicaux également. Donc, elles peuvent faire le lien avec tous ces professionnels de santé. Donc, c'est c'est très bien qu'il y ait ce type d'organisation. Euh, moi, sur les questions générales, je pense que j'en ai plus ou moins fini, en tout cas, sur le côté pratique. J'aimerais m'intéresser maintenant à la pratique d'Elena, justement, sur sa journée type, par exemple. Une journée type avec un médecin généraliste, qu'est-ce que c'est en tant qu'assistante médicale? Parce qu'on a souvent en tête une secrétaire médicale. On se dit, bah, voilà, une secrétaire médicale, elle va faire tout ce qui est dossiers médicaux, etc. Mais qu'est-ce qui change? Par exemple, avec une assistante médicale. Alors, comme je vous ai dit, c'est très varié, hein, Oui. mes journées type, parce qu'en fait, voilà, je travaille, je suis mutualisée, donc du coup, je suis avec 6 médecins, donc tout dépend en fait des tâches importantes ou non par rapport aux demandes. Mhm. Mais c'est vrai que ben une journée type, ben c'est les relevés des bilans pour les patients, des comptes rendus à récupérer, des biopsies à récupérer. C'est variable en fait, hein, c'est D'accord. C'est l'accompagnement des patients, c'est Voilà, c'est réaliser surtout les ça. dépistages, réaliser les Et c'est dossiers. surtout aussi par rapport aux patients, les aider, parce que c'est vrai Mhm. qu'il y a aussi la barrière de la langue, Bien leur sûr. expliquer vraiment ce qu'il y a à faire par rapport même au rendez-vous des dépistages, la vaccination. Mhm. Il y a plein de choses, c'est vraiment très intéressant. D'accord. Et est-ce que la formation a été compliquée? Alors, la formation, non, ça n'a pas été compliqué parce que c'est, comme je vous ai dit, j'ai été anciennement secrétaire médicale. Oui. Donc là, du coup, ça m'a permis en fait de m'améliorer sur mes compétences et Mhm. de savoir réellement le poste d'assistante médicale. D'accord. Donc c'est vraiment seconder le médecin, hein. Bien sûr. Et voilà, moi, mon poste, c'est vraiment, malheureusement, les locaux font que je ne peux pas faire de la préconsultation, Bien sûr. Mhm. mais c'est surtout administratif et de la coordination D'accord. que je Et fais souvent. Un, un petit mot sur la formation pour que voilà, les médecins sachent que la formation se fait après l'embauche sur le temps de travail, Oui, hein. Et donc, voilà, ah oui, oui, vous c'est vrai. Alors vous j'étais devez dans les mois qui suivent contacter un organisme de formation et trouver le bon organisme, voilà. Et donc, d'accord. ça sera sur le temps de travail. Et donc, du coup, c'est du temps où l'assistante sociale l'assistante médicale, pardon, n'est Oui. pas là. D'accord. Ok, très bien. Donc ça veut dire que on embauche déjà la personne. Oui, Elle est considérée comme assistante médicale à partir du moment où elle fait la formation et c'est en alternance, en c'est quelque sorte. ça. Elle Voilà, c'est exerce ça. et elle fait une formation. Est-ce que la formation est automatiquement sur place, dans les lieux locaux, ou est-ce que c'est aussi en distanciel, En distanciel. distanciel aussi? Ok. En distanciel. Et moi, donc, mon secteur, en fait, c'était Créteil, Mhm. le 91, le département de 91. Mais moi, j'ai pris Montrouge. Oui, Hmm. d'accord. Oui, pour faciliter les transports en fonction Voilà, du... exactement. D'accord, très bien. Donc, ça a duré 11 mois, la formation. 11 mois. Donc vous avez, quand vous avez fait la formation, c'était 384 heures, hein, c'était ça, Oui, hein, étalé exactement. sur Oui. l'année. Et c'est Oui. étalé justement comment sur l'année, cette formation? Ben, alors, ça dépend parce qu'il y a plusieurs dates d'entrée. D'accord. Hmm. Mais généralement c'est quoi? Est-ce que ça fait comme une alternance classique, j'ai envie de dire, d'école, c'est-à-dire une semaine, par exemple, à l'école, enfin en Non, mission moi, et c'était 3 semaines? 2 jours de formation le mardi, mercredi, Oui. et en poste le lundi, jeudi et vendredi. D'accord, ok, très bien. Donc sur Voilà. 5 jours, d'accord, deux Oui, jours en formation et 3 jours sur place. D'accord. exactement. Hmm. D'accord, super. Et vous avez réussi à vous intégrer facilement? C'est pas trop compliqué de joindre les deux, j'ai envie de dire, la formation plus la Ben, c'est pratique? vrai qu'au début de cette formation, j'appréhendais Oui. mais finalement, non, ça a été. C'était bah, super, très bien. Et dernière petite question, c'est sur l'approche du patient. On sait très bien que le patient est assez voilà,
qui peut assez être perturbé de se dire, bah tiens, c'est bizarre, c'est pas, j'ai pas le docteur de d'habitude, comment ça se passe? Est-ce que ce patient, en fait, il a une certaine méfiance parce qu'il se dit, mais du coup, qui êtes-vous? Est-ce que il le prend très bien et il se dit, bah c'est vraiment une amélioration dans mon parcours de soins parce que du coup, je discute avec l'assistant médical qui fait par exemple mon dossier médical et ensuite il y a le médecin qui vient m'ausculter et c'est beaucoup plus rapide. Est-ce qu'il y a vraiment des avantages, peut-être un peu bateau, mais est-ce que du coup il y a moins d'attente, par exemple en salle d'attente, parce que du coup il passe directement par vous, puis il voit le médecin? Non, malheureusement, comme je vous ai dit, Oui, les locaux font que je ne peux pas faire la préconsultation. bien sûr, oui, oui, bien sûr. Et en fait, nous, au niveau de la maison de santé, c'est vrai que quand on rentre, les patients ont tout de suite visite de mon bureau. Donc, pour Oui, eux, je suis la secrétaire médicale. oui, Donc, c'est vrai d'accord, que je leur explique que voilà, il y a un secrétariat et que du coup, moi, je suis l'assistante médicale. d'accord, Mm. d'accord. Et ils arrivent à comprendre la Oui, différence entre assistante oui, médicale et oui, secrétaire oui, oui, médical, oui? vraiment, je leur explique, oui, oui, ils arrivent. D'accord, très bien. Eh ben super, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Est-ce que peut-être des personnes qui sont dans l'assistance ont des questions pour Elena ou pour le docteur Pichenet? J'ai vu, docteur Dossé, que vous aviez levé la main. Est-ce que vous avez une Oui, question particulière? ce que je voulais savoir, c'était à quoi correspondait le 95e percentile, je crois, par rapport à quoi était défini ce taux, et si il y avait, en dehors s'il y avait des médecins généralistes seuls en cabinet qui disposaient d'assistance médicale et Oui, qui étaient, quel était leur retour par rapport à cette problématique. oui, Parce que dans une maison médicale ou dans une configuration de plusieurs médecins, c'est, il y a souvent un emplacement qui est dédié mhm, à, à, à l'assistante médicale. mhm. Euh, le souci, quand on est seul dans un cabinet pas forcément exploitable pour deux personnes, comment, comment se passe quelle est la place réelle de l'assistante médicale, Alors, si vous avez des retours d'expérience. Alors, moi, j'ai notre président de CPTS qui a une assistante médicale et qui exerce seul en cabinet. Mais je crois qu'il a deux cabinets et que l'assistante médicale commence avec un patient dans un cabinet et ils alternent comme ça. Hein. D'accord. Alors, quant à ta question sur le 95e percentile, je ne pourrais pas te répondre. Ce que je sais, c'est que la moyenne des patients sur le département par médecin, je crois, elle se situe à 2500. Et donc, ça doit correspondre au 95e percentile. Mhm. Hein. Parce que je crois que la moyenne nationale est à 1300 patients et qu'on est 13 au-delà dans l'Essonne pour des problèmes de désertification, quoi. ouais, D'accord. Ok. Hein. ouais. Le système effectivement de percentile est assez particulier, c'est en fonction du taux national exactement. Et donc, pour bénéficier d'un assistant médical, il faut que le médecin généraliste ait au moins 775 patients en tant que médecin traitant. Et après, vous avez effectivement les percentiles qui sont comme... 775, Ouais, en Essonne, je ne sais pas s'il y en a. c'est vrai que normalement tout le monde est au-dessus. Donc globalement, après vous avez aussi des petites subtilités. Par exemple, quand vous avez un médecin qui change de département, par exemple qui était dans le Hmm. 77 dans le 91, bah, vu que c'est un changement de CEPAM également, donc bah, souvent vous avez une perte totale ou massive en tout cas de patients et donc vous vous retrouvez bah, en dessous. Le temps que votre patientèle réapparaisse sur votre compte Amélie en quelque sorte. Et donc, bah, c'est arrivé. En tout cas, nous, on a d'expérience. Voilà, il y a un médecin qui a déménagé comme ça, qui est venu dans le 91 et bah, finalement sa patientèle qui était très élevée bah, s'est retrouvée totalement amputée parce qu'elle avait changé de département et que ça a été très compliqué de retrouver voilà, les dossiers, etc., la connexion en fait via les CEPAM. Et donc voilà, ça a été particulier en tout cas. Mais voilà, c'est des subtilités comme ça qui font que voilà, c'est forcément un médecin qui est installé bien en place qui peut bénéficier de l'aide. Hein. Mais globalement, effectivement, la globalité en tout cas des médecins généralistes et spécialistes peuvent y avoir accès.
la complexité effectivement de certains retours d'expérience qu'on a eus, c'est également les locaux qui peuvent être disponibles et mis à disposition pour l'assistant médical. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assistant médical ne peut pas exercer sans le médecin généraliste. C'est-à-dire que si vous êtes en congé, en vacances, en arrêt, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire travailler votre assistant médical. Vous ne pouvez pas non plus être en télémédecine, par exemple. Ce n'est pas possible. Il faut automatiquement que l'assistant médical soit supervisé parce qu'il est sous votre autorité. C'est votre responsabilité que vous engagez, en tout cas pour les actes de l'assistant médical. Donc c'est la raison pour laquelle certaines configurations ne permettent pas, malheureusement, à des médecins généralistes d'avoir forcément un assistant médical. Ceux qui sont en cabinet, on va dire, solo, effectivement, s'ils n'ont pas de place, eh ben, c'est compliqué. Soit, effectivement, vous avez un très grand cabinet et que vous avez peut-être la possibilité de le scinder en deux, mais vous allez effectuer forcément des travaux pour pouvoir le diviser en deux. Mais sinon, c'est assez particulier. Oui, docteur Dossé. Alors, je voudrais savoir pour la rémunération qui est proposée à l'assistante médicale, elle est dans une maison médicale, elle est unique ou c'est réparti par rapport à l'ensemble des médecins? Ou est-ce que les médecins doivent souscrire à cette convention pour bénéficier de la rémunération? C'est les médecins qui payent ou comment ça se passe exactement? Alors, nous, l'organisation, c'est l'employeur et la CISA, donc la maison de santé. Nous sommes deux à avoir demandé le... Donc on se partage, on touche chacun, je sais plus, c'est 13 ou 14 000 euros. Enfin, ça fait, enfin non, 16 000, ça fait 32, 36 c'est ça? 000 au maximum. Donc on a chacun 18 000, pardon, Mhm. qu'on reverse intégralement à la maison de santé pour payer la rémunération de l'assistante médicale. D'accord, les autres, ils ne pouvaient pas le demander. Si, ils auraient pu le demander. On aurait dilué on a vu qu'on c'était au départ, on savait pas très bien où on allait. Donc voilà, c'est les médecins qui avaient les deux plus grosses patientèles, donc à qui on demandait le moins de choses, euh, qui ont fait la demande. Mais il n'est pas exclu que dans l'avenir, maintenant, ça soit d'autres médecins qui fassent la demande en relais. D'accord. Hein, notamment, je pense quand on va se rapprocher de l'âge de la retraite, on va passer le relais à des médecins plus jeunes pour qu'il y ait une pérennité du poste. Mhm. Et là, vous êtes à combien d'années de collaboration avec l'assistant médical? Ça fait 2 ans, il me semble. Oui, on entame la troisième année. Oui. On entame la troisième année, ouais. Et vraiment, voilà, enfin, j'ai que du positif à cette expérience. Et, euh, et je pense que si j'avais été, on est en maison de santé, c'est un peu différent, mais si j'avais été en cabinet individuel, mon expérience parce que je suis maître de stage, mon expérience avec le fait d'avoir des internes dans la consultation, euh, depuis toujours, je me suis aperçu que les patients parfois disaient des choses en regardant l'interne et en fait que la présence d'un tiers était pas handicapant mais plutôt positif dans la majorité des cas. Et donc je pense que si j'étais actuellement en cabinet seul, je prendrais un assistant médical. Ah, vous l'avez pris à- comment on dit, à temps partiel, c'est ça? Ah non, temps plein. Tous les- À temps plein parce que Enfin, vous êtes on est deux. deux, donc c'est deux, Temps partiel. on a chacun temps partiel, mais donc du coup elle est à temps plein. D'accord. Ok. Mais justement, une question en médecine de ville, justement, quand on est en cabinet individuel, est-ce que dans ce cas-là, un assistant médical peut être partagé sur deux lieux différents, par exemple, un temps partiel, un 50% dans un cabinet et un 50% dans un autre cabinet, dans un autre lieu?
ce qui n'était pas tout, enfin, à partir du moment où c'est la même commune, enfin, très très proche. Ça, c'est possible, mais ça, je sais pas, c'est peut-être à la CEPAM qu'il faudrait poser la Alors, question. c'est une question très technique, comme le dirait la CEPAM. Oui, Et Ouais. voilà, on vous donnera de toute façon les coordonnées des délégués de l'assurance maladie qui oui, sont sur le territoire de la CPTS Surpoids et de la CPTS Santé Sénéchal. Ce sont deux délégués totalement distincts, mais qui exercent la même fonction. Je pense honnêtement qu'en fonction du lieu, je pense que ce n'est pas forcément possible. Euh, Ah. je pense que, enfin, je m'avance peut-être, hein, mais je pense que dans une configuration exercice coordonné telle maison de santé, vous avez également la possibilité d'être hors les murs. Mais ça nécessite quand même d'être à proximité. Oui, Si, mais oui, à titre individuel, on peut faire une demande que pour un mi-temps. c'est ça. oui, Et mais donc, si deux médecins se coordonnent pour demander un mi-temps et ont une c'est ça, personne qui accepte d'aller sur les deux cabinets, je vois pas c'est d'obstacle, ça. je vois pas d'obstacle juridique à ça, hein, puisqu'on peut avoir un financement uniquement pour un mi-temps, Non, pour un temps ou complet même un aussi. tiers-temps même. On peut Un être, temps complet. Temps complet, vous pouvez l'avoir également. Vous pouvez avoir un assistant médical juste pour vous. oui, on peut avoir, non, Oui, mais on peut avoir un temps complet, un tiers-temps ou un mi-temps, Oui, en d'accord. fait. On peut faire les trois demandes, et donc je vois pas ce qui empêcherait une assistante médicale d'aller dans deux cabinets différents. Euh, oui, en plus, ça doit être assez. oui, en se mettant d'accord sur les jours, par Oui, exemple, éventuellement. c'est ça. Ouais. Sur les Donc, modalités. matin, après-midi ou quelque chose comme ça. Ouais, Et moi, je oui, me posais la question d'où vient le problème quand vous êtes en vacances, c'est que l'assistance sociale, l'assistante médicale ne puisse pas ranger les examens complémentaires. Il faut absolument la présence du médecin pour que elle puisse. En quoi ça gêne si elle, participait à, à mettre en place le cabinet au niveau des examens, des comptes rendus. C'est curieux, oui. non? Ben oui, d'autant plus qu'il y a quand même une part de secrétariat et dans un cabinet, par exemple, je vois, on a une secrétaire quand les personnes au cabinet médical, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas là. Elle est là, elle reçoit, fait la prise de rendez-vous, elle peut scanner les documents, elle peut ranger des fichiers, elle fait un travail de secrétariat, effectivement. Elle peut pas, peut-être pas faire un, On n'a jamais euh, tenu compte de cette. Alors bon, c'est vrai qu'il y a toujours des médecins dans la maison de oui, Les santé, médecins en cabinet, c'est mais on vrai. n'a jamais tenu compte de ça, hein. je pense qu'il faudrait poser la question là aussi à la CEPAM. Ça fait toute une petite liste de questions à poser. Ça Oui, tombe alors, bien, je la vois mardi prochain, donc je pense que je sais pas si elle vient pour ça, mais je pense que elle va avoir un droit à une petite. oui, et puis sachez en tout cas que toutes les questions là que vous posez et auxquelles on n'a pas forcément les réponses, il y a une FAQ qui est dans ce document-là, et on posera les questions, ces fameuses questions techniques à la CEPAM, et avec leur retour, en fait, on intégrera directement dans le support, donc qui sera disponible dans la description de la vidéo. Il y aura la question que vous avez posée et la réponse. Donc, j'ai posé une question presque similaire, en tout cas, à la déléguée de l'assurance maladie. Je lui ai demandé voilà, s'il y avait un médecin qui était effectivement en congé absent, comment ça se passait? Eh bien, en fait, soit vous avez le médecin qui est remplacé, c'est-à-dire que vous avez son remplaçant, et dans ce cas-là, l'assistante médicale peut exercer bah, comme habituellement, soit, par exemple, dans le cas d'un arrêt d'activité ou, je sais pas, une rupture de contrat, bah, en fait, vous avez une rupture de contrat qui se fait avec la CEPAM et vous devez forcément rendre l'argent, proratiser forcément en fonction du délai et de la somme que vous avez reçue. Mais voilà, l'assistant médical ne peut pas être seul, hein. Vraiment, Oui, mais je le rappelle, ouais, même si. En ça question sou- simple, la différence, c'est que là, c'est la CEPAM. C'est la CEPAM qui donne les aides. C'est ça, docteur Fischner. Ouais. Toutes ces aides, c'est la CEPAM qui les donne. Donc, la Mhm. CEPAM vous demande d'avoir l'assistant médical qui soit sous votre autorité. Ouais. Donc, Exactement. effectivement, si vous êtes absent, vous ne pouvez pas faire travailler l'assistant médical. Et la Exactement. oui, mais vous CEPAM, à la savez, limite, comme elle règle et qu'elle vous fait signer un contrat, c'est Mhm. indiqué dans le contrat, tout simplement. La secrétaire médicale, elle n'est pas sous votre autorité, c'est une embauche. Enfin, Mhm. si, elle est sous votre autorité, mais c'est une embauche, c'est l'embauche d'une employée, on est d'accord. Après, vous lui faites faire comme Oui. vous voulez. Mais là, vous avez le contrôle de la CEPAM au-dessus de la tête. Mais Un dans le peu cadre du, comme en une fait, logique quand on a l'émission et qu'on doit faire. nous, dans le cadre d'une maison médicale, il y a toujours un médecin. Il y a toujours un médecin qui est responsable, en fait. Donc, du coup, Euh, l'assistante médicale est toujours sous l'autorité d'un médecin.
Oui, toujours. Voilà, c'est la différence. Ouais, ouais. Euh, Moi, j'ai une Enfin, question. Quels sont vos horaires? Ah, Alors moi, mes horaires, c'est du lundi au vendredi, c'est de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. Et vous répondez pas du tout au téléphone? Non, parce qu'il y a un secrétariat externe. le secrétariat n'était pas là. Pardon? Si le secrétariat n'était pas là, Ben, le secrétariat, c'est la plateforme directement. oui, c'est ça qui me choque un petit peu parce que, vous savez, par exemple, aller chercher les comptes rendus, les examens biologiques, quand on part en visite à domicile, il est bien évident que on n'est pas dans le cabinet, évidemment. Et donc, on peut très bien proposer à l'assistante médicale de pouvoir récupérer les examens complémentaires, de mettre dans les dossiers. Alors, si on doit être présent pour que parce que ça supposerait un poste de travail double. Enfin, il y a il y a des contraintes quand même qui font que quand on est dans une seule pièce ou quand on n'a pas la possibilité de démultiplier les pièces, on ne peut pas profiter pleinement d'une assistante, bien que soit qu'elle soit sous notre autorité, pour pouvoir ranger les examens complémentaires, récupérer les comptes rendus et autres. Non? Ouais, mais enfin, je pense que Mais- quand tu es en visite, tu es quand même t'es présent. C'est pas une présence physique. Tu vois, oui, ils entendent pas ça comme une D'accord. présence physique. Tu travailles. oui, on n'est pas en congé. Tu tout à vois, t'es fait. pas en Mais pas en congé. congé. D'accord. T'es pas à l'autre bout de la France. Tu vois. Donc, je pense que pendant les visites, il y a aucun problème. Mhm. D'accord. Moi, j'ai encore une question. Ben, Oui. j'ai éventuellement quelqu'un peut-être en vue comme assistant, mais qui en fait a une formation à la base d'aide-soignante, donc qui normalement, je crois, n'a pas forcément besoin. Elle s'est renseignée de son côté auprès d'un organisme de formation, et a priori, elle n'aurait pas effectué toute la formation puisqu'elle a une partie, disons, soins, tout ça qu'elle a déjà, enfin qu'elle connaît déjà. Mhm. Et à ce moment-là, elle a qu'un volet plutôt administratif, secrétariat, tout ça, et qu'elle peut faire à distanciel, effectivement. Et, et dans ces cas-là, enfin, je crois que c'est possible, ça, mais Oui, je c'est voulais m'en assurer. possible. C'est possible. On n'a pas besoin de faire les 4 blocs pour la Ouais. formation. Mm. Ça, Mais il ça y a dépend de une, votre expérience. Si vous êtes un professionnel de santé c'est qui ça. se reconvertit, vous faites pas 279 heures, mais vous faites 98 heures. C'est ça. Mais ça veut dire qu'elle peut pratiquement dès le début être beaucoup plus présente Bien sûr. Oui, que, oui. voilà, c'est ça. Mais on touche quand même les aides de la même façon. Oui, exactement. Mais par contre, même si vous étiez par exemple infirmier qui se reconvertit pour devenir assistant médical, c'est-à-dire que les actes que vous réalisiez, les actes techniques que vous réalisiez en tant qu'infirmier, vous ne pourriez plus les effectuer, quoi Oui, qu'il arrive. oui, c'est pas, oui, C'est voilà. Donc il peut y avoir peut-être une certaine perte de compétences du coup, vraiment entre guillemets, en devenant assistant médical là-dessus. C'est une autre façon de travailler. Et donc voilà. Mais le seul avantage, effectivement, quand vous êtes professionnel de santé et vous réalisez cette formation, c'est que, étant donné que vous avez déjà un cursus dans la santé, ben forcément, vous faites beaucoup moins d'heures de formation, ce qui est logique. oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein. Oui, est-ce que ça peut être, mettons, quelqu'un d'autre qui l'a... alors, nous, on se pose la question d'avoir... effectivement, ça coûte plus cher que ce que nous donnent les aides de l'État. Mhm. Et donc, la question, c'est que on discutait avec la mairie pour savoir si elle pouvait compléter cette aide, les 6 000 € que vous payez en plus là. C'est possible, ça? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse Il peut y à avoir cette. plusieurs employeurs. En plus, Alors, nous, on n'a pas de CISA, donc nous, c'est un titre individuel qu'on a pris. oui, alors même si vous faites partie d'une CISA, il vous faut faire partie d'un groupement employeur. C'est une Ouais. subtilité. C'est inscrit sur le site justement de Amélie, donc de l'assurance maladie. Vous avez la possibilité, par exemple, de faire embaucher votre assistante médicale par un groupement employeur. Donc c'est lui qui supportera en quelque sorte la charge d'être employeur. Mais par contre, le contrat que
entre vous et la CEPAM, ce sera vraiment entre vous et la CEPAM. Ce ne sera pas entre le groupement d'employeurs et la CEPAM. Vous resterez, quoi qu'il arrive, le bénéficiaire de ce contrat. D'accord. Et Mais vous groupement pouvez d'employeurs, ça, c'est quoi? C'est un organisme privé qu'on paye en plus comme intermédiaire ou C'est ça peut un être la organisme en mairie? fait qui vous permet en fait de faire embaucher l'employé en fait tout simplement pas par vous mais par un groupement d'employeurs. Vous avez la liste des groupements d'employeurs sur le territoire en fonction du département et de la région sur le site amélie.fr. Vous l'aurez également dans le descriptif de ce PowerPoint juste à la fin. Vous avez les liens utiles et vous avez justement un lien qui vous emmène directement sur la page Amélie avec les groupements d'employeurs. Donc, et surtout, si vous avez ce genre de questions, les délégués de l'assurance maladie sont vraiment là pour vous accompagner. Elles sont Alors, vraiment je vous adorables. avouerai que j'ai vu aujourd'hui, elle m'a dit, vous poserez la question ce soir. D'accord. Alors, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir les délégués de l'assurance maladie avec nous. Ils nous ont aidés, voilà, à nous réaliser ce support. Ils sont présents également, voilà, on est en partenariat avec eux. Toutes les questions techniques, voilà, je le répète, on leur reposera la question et on l'inscrira dans le support. Donc, vous pourrez récupérer toutes les réponses. Et on vous met également les coordonnées des délégués de l'assurance maladie, donc qui s'occupent vraiment de ce volet assistant médical donc sur le territoire. Donc forcément, un délégué pour le territoire de la CPTS Sud-Urpois, donc qui est plus sur le côté sud-ouest de l'Essonne. Et vous avez une déléguée qui s'occupe du côté plutôt nord-est, centre-est, on va dire, au niveau de la CPTS Santé-Seine-Essonne. Donc Corbeil-Essonne, Lys, ce genre de communes. Parce que j'avouerai que nous, ce qui nous fait peur, c'est d'être employeur. Ce qu'on ne peut pas, Oui, c'est être employeur. bien sûr. Ça, c'est très compliqué à gérer. Mhm. Je ne sais pas, docteur Pichen, vous avez un comptable, c'est ça qui gère. Oui, on a un comptable qui nous fait les feuilles de Voilà. paye hein, et qui a géré tout ce qui était complémentaire, URSSAF et compagnie. Hein, donc ça, là-dessus, on gère rien du tout. Hein. Voilà, parce que moi, ça, c'est un truc que je veux pas, je suis pas capable de gérer. C'est compréhensible, c'est une crainte effectivement qu'ont souvent les médecins. Et je les comprends effectivement parce que ça quand même, vous avez quand même du temps médical assez restreint déjà de base. Vous avez beaucoup de patientèle, vous avez beaucoup de choses à faire. Et donc forcément, être employeur, s'amuser à faire les démarches auprès de l'URSSAF, déjà rien que ça, bon, je pense que c'est à s'arracher les cheveux. Donc je peux comprendre cette partie et c'est pour ça justement qu'il y a des groupements d'employeurs qui permettent justement de gérer toute cette partie-là. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de la déléguée de l'assurance maladie. Donc en fonction de votre territoire, donc c'est Madame Karine Cochelin sur le territoire de la CPTS Sud-Europois Oui. et C'est Madame. elle qui m'a dit de vous poser la question. C'est vrai? Ah là Ah là bah là oui. là. Et Eh c'est bien, elle qui eh nous a bien, je dit n'ai qu'elle ne viendrait pas ce soir parce que c'était trop tard. Mais Non, le problème, effectivement, c'est que les webinaires qu'on organise le soir, généralement, voilà, les délégués de l'assurance maladie n'ont pas forcément l'autorisation par leur hiérarchie de participer. Donc, je la comprends un petit peu là-dessus. Elle nous a vraiment fourni la plupart des informations. On a les données qui vous emmènent vers les groupements d'employeurs, donc sur le site d'Amélie. Il suffit de les contacter, éventuellement savoir comment ça va fonctionner. Et à partir du moment où vous êtes intéressé par ce dispositif, en fait, il faut vraiment contacter le délégué de l'assurance maladie, parce que comme le disait le docteur Pichenet, ils vous accompagnent vraiment sur le dossier. Ils font en sorte, leur intérêt vraiment, c'est que vous ayez un assistant médical, que vous ayez une activité pérenne, que vous preniez plus de patients en charge, qu'il y ait de moins en moins de patients sans médecin traitant. Et donc forcément, ils vont faire le maximum pour vous accompagner, pré-remplir voilà, le dossier, comme le disait le docteur Pichenet. Et après, forcément, la partie employeur, malheureusement, ils ne peuvent pas s'en charger. Mais ils peuvent vous orienter vers des groupements d'employeurs ou effectivement, comme dans le cas du docteur Pichenet, avoir un comptable. Si vous avez déjà un comptable de base, bah, essayez de voir avec lui s'il peut gérer, on va dire, cette partie employeur pour vous décharger de cette charge. Si je peux me permettre quand même, c'est que le contexte de la CEPAM n'a pas trop évolué dans la mesure où se limiter à 750 personnes patients pour justifier de l'assistance médicale. Mhm. Moi, j'avais demandé ça il y a il y a 5 ou 6 ans. J'avais une patientèle suffisamment importante qu'on m'a dit que ce n'était pas nécessaire et que j'avais une file active qui était conséquente et donc il n'était pas justifié qu'on me propose une assistance médicale. Et là, je vois qu'il reste sur un chiffre complètement ubuesque dans la mesure où
dans l'Essonne, comme disait le docteur Pichenet, on est tous à plus de 1300, en tout cas 1500 patients, médecins traitants, et le nombre requis qui est de 750, enfin, je ne me souviens plus très bien, paraît 772. tout à fait dérisoire, hein. Oui. Mais bon, je pense qu'ils vont évoluer dans ce contexte-là. Et, Oui, après, je pense que c'est un chiffre là, qui est donné également pour pallier, par exemple, aux médecins qui auraient une activité partielle. Il y en a certains qui sont en milieu salariat et qui font également du milieu libéral. Je pense que c'est peut-être pour pallier à ce genre de situation, mais en tout cas, les dispositifs évoluent. Voilà, le dispositif a déjà évolué. Ils ont diminué le nombre d'heures de formation. Ils ont revalorisé de 5% le montant de l'aide. Donc, l'avantage vraiment avec l'assurance maladie, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, sur ces dispositifs-là, même pour d'autres dispositifs qu'ils mettent en place, comme par exemple mon parcours psy, il y a des évolutions. C'est-à-dire qu'ils entendent le retour de terrain, ils se disent, voilà, qu'est-ce qu'on peut améliorer quand même pour que le dispositif soit plus attractif, pour qu'il y ait vraiment l'utilité de ce dispositif, parce que euh, il y a une utilité réelle pour ce dispositif. Avoir un assistant médical, comme le disait le docteur Pichenet, ça vous fait gagner beaucoup de temps, ça vous permet peut-être d'améliorer votre pratique, de vous gagner, vous, du temps, en tout cas, sur votre pratique. Donc forcément, je ne veux pas dire qu'il y a que des avantages parce que le côté employeur forcément peut faire très peur. Effectivement, il faut gérer cette charge administrative parce que voilà, tout ce qui est au niveau de l'URSSAF, de la mutuelle, pareil, c'est pas simple forcément quand on n'est pas dedans. Mais voilà, sur votre pratique professionnelle quotidienne, il y a une réelle plus-value. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et donc, si voilà, vous êtes intéressé par ce dispositif, n'hésitez pas à contacter soit les délégués de l'assurance maladie, soit nous-mêmes directement. Voilà, vous avez les mails de la CPTS également. Si vous avez des questions, nous, on les a en direct en quelque sorte. On peut vraiment les appeler. Ils sont disponibles, hein, quoi qu'il arrive, même pour les médecins. Si vous les appelez, ils vous répondront quoi qu'il arrive. Mais si vous souhaitez passer par nous, eh ben, il n'y a aucun problème. Nous, on transmet les informations et on vous met en relation. Et on essaie de vous accompagner au mieux là-dessus. Le but, encore une fois, c'est d'améliorer votre pratique. La CPTS, elle n'est pas là pour vous rajouter une charge de travail. Elle est là pour vous présenter les dispositifs qui sont en place sur le territoire, qui sont intéressants pour vous, pour votre pratique, et essayer de vous aider au maximum. La CPTS ne peut pas employer un assistant médical. C'est pas un groupement d'employeurs, c'est une association à la base. Donc forcément, il y a beaucoup de choses que la CPTS ne peut pas faire. Mais en tout cas, elle peut essayer de vous accompagner sur les démarches administratives, sur les liens qu'elle peut vous faire gagner avec les délégués de l'assurance maladie et peut-être voilà, répondre à vos questions, des questions techniques comme les délégués de l'assurance maladie les appellent, mais qui nous passent par la tête en tout cas. Et forcément, par eux, ça leur passe pas forcément par la tête parce que c'est des questions en fait où ils n'ont jamais eu le cas de figure. La fameuse question que je leur ai posée sur l'absence ou l'arrêt d'un médecin, bah, c'est vrai qu'ils se sont dit, bah, c'est une question technique parce qu'on n'a jamais eu le cas. Donc forcément, on n'a pas forcément réfléchi à ce truc-là. Mais donc du coup, ils vous disent que, parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, voilà, en cas d'arrêt, est-ce que l'assistant médical est toujours rémunéré? Comment ça se passe? Elle me dit, bah, en fait, ça concerne le droit du travail. Et donc forcément, c'est une notion particulière parce qu'effectivement, en tant que médecin, vous devez déjà avoir votre charge de médecin, donc avoir les données médicales. Et en plus, on vous dit, bah, il faut être dans le droit du travail également. Il faut trouver une mutuelle, il faut gérer l'URSSAF, il faut éventuellement gérer les avantages que vous pouvez donner à votre employé comme des chèques vacances ou des tickets restaurants, par exemple. Donc forcément, c'est une autre pratique, une autre sphère. Mais je pense quand même que les avantages voilà, sont plus bénéfiques que les désavantages, sur cela en tout cas. On pourrait très bien envisager que certaines CPTS fassent groupement d'employeurs pour les assistantes médicales des médecins de la CPTS. Alors, c'est une question que j'ai justement posée à Madame Kochla. Et donc, pour l'instant, c'est pas, je crois que c'est pas d'actualité dans leur. Pour l'instant, en tout cas, la CPTS ne peut pas être un groupement d'employeurs, j'ai l'impression. Donc, c'est très particulier. Il y a des groupements d'employeurs spécifiques. Et j'ai posé la question hein, sur la CPTS. C'est le même cas pour la CISA. Vous avez justement pour la CISA, donc pour la maison de santé, Oui. normalement, vous allez avoir des évolutions Oui. positives qui arrivent prochainement. Il y a voilà, apparemment un avenant qui serait dans les tuyaux pour l'ACI Maison de Santé. Et donc, il y aurait voilà, une possibilité, encore une fois, d'améliorer cette prise en charge, en tout cas, cette charge, en tout cas, employeur, qui serait remise sur les épaules, par exemple, de la CISA, ou peut-être par la suite, on ne sait pas, avec les évolutions,
peut-être d'une CPTS. Ce serait envisageable. Ouais, l'évolution dont j'avais entendu parler, c'est qu'en fait, la patientèle qui serait prise en compte serait la patientèle de la maison de santé et pas la patientèle d'un médecin ou de deux médecins. Et ben ça, ce serait déjà une très belle avancée, C'est ça. effectivement. C'est vrai que c'est particulier, hein, parfois, malheureusement, la CEPAM se base sur parfois des chiffres ou sur des données où on se dit, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt sur le papier, c'est sympa, mais dans la pratique, c'est pas du tout ça. Mais voilà, ça reste particulier, ça vient d'en haut, encore une fois, vous pouvez avoir de très bonnes relations avec les délégués de l'assurance maladie de votre secteur, mais ça vient pas d'eux. Donc ça vient d'en haut, ça vient encore de plus haut, des gens apparemment très très brillants qui essayent de trouver des solutions, mais voilà, je pense qu'ils devraient un peu plus consulter la base, c'est-à-dire les médecins généralistes et spécialistes, pour justement avoir de meilleures idées, en tout cas de meilleures idées d'évolution de ce dispositif qui, je le rappelle encore une fois, sont vraiment bénéfiques. Euh, Ouais. il Et y a... je crois que ce qu'il faut retenir, c'est surtout que il y a autant de fiches de poste d'assistante médicale qu'il y a de formes d'exercice. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est très malléable. Quand on regarde les textes, on peut vraiment adapter la fiche de poste à son exercice. Eh ben ça, c'est une très bonne chose, parce que souvent, c'est très figé. Mm. On le voit dans certains dispositifs, notamment article 51, ce genre de choses, où c'est assez figé, hein. Vous devez rester dans le cadre. Et voilà, qu'il y ait un dispositif qui soit évolutif et adaptatif, ça, c'est une très bonne chose. Donc voilà, donc je le redis, n'hésitez pas à nous contacter, nous, ou à contacter les délégués de l'assurance maladie si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez plus d'informations. Ça n'engage à rien. Encore une fois, ils vont pas vous dire signez, signez docteur. Non, non, ils vous donnent vraiment des informations. Et par exemple, le contrat, vous pouvez le rompre également. C'est un contrat normalement qui est signé sur 5 ans, mais comme tout contrat peut se rompre. Encore une fois, vous avez un préavis forcément à donner de 2 mois, etc. Après, voilà, tout ce qui est modalité, on va dire, d'organisation de licenciement, etc., ça sera à vous de gérer. Mais en tout cas, voilà, le contrat, à partir du moment où vous l'avez signé, forcément, vous vous engagez, vous, avec la CEPA pendant 5 ans, mais si jamais vous vous rendez compte que bah, financièrement, vous vous y retrouvez pas, ou alors vous avez un gros problème et finalement, bah, vous ne pouvez plus continuer votre activité, vous déménagez, enfin, il peut y avoir vraiment beaucoup de raisons. Vous avez la possibilité, encore une fois, de vous rapprocher de la CEPAM et il y aura voilà, une rupture de contrat. Donc, ne vous dites pas, voilà, c'est trop contraignant parce que c'est sur 5 ans, parce qu'il faut que je devienne employeur, parce que je vais être seul, parce que non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. Essayez juste voilà, d'avoir un peu plus d'informations, de voir ce qui peut être mis en place, comment vous pouvez être aidé. Et derrière, si vous, à ce moment-là, une fois que vous avez toutes les informations, si vous vous rendez compte que ce n'est pas possible pour vous, dans ce cas-là, voilà, attendre peut-être les évolutions futures de ce dispositif. Mais ayez au moins juste le, je ne vais pas dire le courage, mais l'idée, voilà, de contacter le délégué de l'assurance maladie pour avoir des informations. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place sur le territoire. Et parfois, on n'a pas forcément connaissance. Voilà, les dispositifs d'assistance médicale. Vous avez également les IPA, par exemple. Voilà, on a réalisé un webinaire sur les IPA. N'hésitez pas à les consulter également. Il y a souvent de fausses informations qui circulent, même sur Internet. Bah, par exemple, quand on a réalisé ce support sur l'assistant médical, sur certains sites, il est spécifié que l'assistant médical est un professionnel de santé. Alors que c'est faux. Je le rappelle, hein, l'assistant médical n'est pas un professionnel de santé. Donc c'est pour ça vraiment, renseignez-vous vraiment auprès des organismes qui, qui ont vraiment les bonnes informations et qui pourront vraiment vous aiguiller et vous orienter. Ça peut être un professionnel de santé, mais ça n'est pas une obligation. Alors, à partir du moment où il devient assistant médical, il n'est plus professionnel de santé. C'est-à-dire, Forcément même de si un santé. infirmier D'accord. devient assistant médical, il perd sa fonction de professionnel de santé. Mais ça peut être un professionnel de santé qui a envie de faire quelque chose d'autre, en fait. Exactement, exactement. Il Il se exerce toute la reconvertit. profession, en fait. Exactement. Et ça arrive, hein. Ça arrive beaucoup où des professionnels de santé se disent, bah tiens, j'ai peut-être choisi le mauvais cursus, ou alors ils font une année en libéral, ça ne leur plaît pas, une année, voilà, forcément en salarié, et ils se disent, bah non, ça ne me convient pas, qu'est-ce que je fais? Eh ben, vous avez toujours la possibilité de rester dans le médical, mais de vous réorienter sur quelque chose et d'assister, d'épauler
les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes. Il y a beaucoup de spécialités de médecins qui peuvent avoir un assistant médical. Forcément, il y a des spécificités. Par exemple, les radiologues ne peuvent pas avoir un assistant médical parce que la spécificité de leur formation de leur profession fait que vous ne pouvez pas avoir un assistant médical parce qu'il ne pourra pas réaliser les actes qu'un spécialiste tel qu'un radiologue peut réaliser parce que c'est beaucoup trop technique. Donc voilà. Mais il y a une poignée vraiment de spécialités qui ne peuvent pas bénéficier d'un assistant médical. Vraiment une poignée. Et une multitude de spécialités qui peuvent euh, en obtenir un. Dispositif assistant médical. Tout savoir en 3 minutes. Mission, aide à l'emploi, bénéfices. De quoi parle-t-on? Travailler avec un assistant médical permet d'améliorer l'accès aux soins des patients. Il permet au médecin de regagner du temps médical et de se recentrer sur son cœur de métier, le soin. Le médecin définit librement les missions confiées à son assistant médical dans le cadre du référentiel de compétences en fonction de ses besoins, de sa pratique et de son organisation. L'assistant médical peut prendre en charge 3 types de missions médico-administratives. Des missions de nature administrative, des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation, et des missions d'organisation et de coordination, notamment avec les autres acteurs de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Le médecin qui emploie un assistant médical peut bénéficier d'une aide financière annuelle versée par l'assurance maladie. 2 options de financement peuvent être choisies par le médecin, mi-temps ou temps complet d'assistant médical. L'aide financière est pérenne. L'aide à l'emploi d'un assistant médical est une des solutions pour répondre au problème de l'accès aux soins. En contrepartie de l'aide financière, le médecin a un objectif de maintien ou d'augmentation de sa patientèle. Pour chaque spécialité, cet objectif en nombre de patients supplémentaires ou maintenus prendre en charge est calculé en fonction de l'option choisie et du nombre de patients dans sa patientèle de départ à la signature du contrat. À qui s'adresse l'aide financière? Pour bénéficier de l'aide, le médecin doit exercer en secteur 1 ou 2, adhérent à l'Optam, Optam. La quasi-totalité des spécialités peut bénéficier de l'aide. Médecin généraliste, pédiatre, cardiologue, dermatologue, etc. Quels sont les bénéfices pour le médecin? L'emploi d'un assistant médical porte 3 bénéfices. Retrouver du temps médical en libérant le médecin des tâches administratives, améliorer les conditions d'exercice et la charge mentale du médecin, renforcer la qualité et la coordination des soins au bénéfice du patient. Comment l'assurance maladie vous accompagne? L'assurance maladie propose au médecin un suivi régulier et personnalisé tout au long de la vie du contrat. En bref, le médecin retrouve du temps médical au bénéfice de ses patients. Le médecin décide des missions confiées à son assistant médical. Le dispositif est conçu pour s'adapter à l'exercice du médecin. Une aide financière pérenne et annuelle est versée en contrepartie d'objectifs atteignables. Déjà, plus de 4200 médecins bénéficient de l'aide à l'emploi d'un assistant médical. Et vous, docteur? Petite information voilà, sur quelques chiffres. On a demandé du coup au fameux délégué de l'assurance maladie les assistants médicaux qu'il y avait en Île-de-France, en Essonne et sur les territoires de la CPTS. Donc on peut voir qu'en Île-de-France, il y a 931 assistants médicaux. Tout de suite, quand on arrive en Essonne, il y en a 128. Donc on voit quand même c'est c'est beaucoup, beaucoup moins qu'en Île-de-France. Sur la CPTS sur Durpois, malheureusement, actuellement, il n'y en a aucun. Déjà parce que voilà, on est vraiment dans le sud-ouest de l'Essonne, donc il y a déjà très peu de médecins. Et malheureusement, l'infrastructure actuelle de certains médecins ne permet pas d'avoir un assistant médical. Certains se sont renseignés et pareil, ont eu peur, par exemple, d'être employeurs et de ne pas pouvoir gérer cette charge. Et donc, ils ont voilà, abandonné un petit peu le projet. Peut-être que par la suite, ce sera plus simple pour eux. Donc on verra. Et il y a 5 assistants médicaux sur la CPTS Santé Sénéçonne, donc qui est au niveau centre-est centre-est nord-est de l'Essonne, donc au niveau de Corbeil-Essonnes, de Lys, de Villabé. Voilà.
Donc voilà pour ces quelques chiffres, pour vous donner une indication du nombre d'assistants médicaux actuels en Île-de-France. On a répondu à vos questions que vous avez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous les envoyer par mail à nous ou directement au délégué de l'assurance maladie. Donc, je vous mets ici les coordonnées. Donc, je le rappelle encore une fois, ce support sera disponible en description de la vidéo. Vous recevrez tous le lien et ce document-là sera téléchargeable. Vous pouvez le garder, le transmettre à vos collègues, il n'y a aucun souci. Donc, si vous êtes sur le territoire de la CPT Sucurpoids, donc côté euh, sud-ouest de l'Essonne, donc sur les communes de Dourdan, Brive-Orangis, enfin Brive-sous-Forges, pardon, pas Brive-Orangis, mais Brive-sous-Forges, Dourdan, Roinville, voilà, il y a 30 communes. Donc voilà, si vous faites partie de ce territoire-là, vous pouvez contacter Madame Karine Cochelin, donc soit par mail, soit par téléphone, vous avez ses coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et sur le territoire de la CPTS Centre-Essonne, donc sur les territoires de Corbeil-Essonne, Villabé, Lys et autres, il y a 8 communes, vous pouvez contacter Madame Christine De Oliveira. Donc pareil, vous avez son mail et son numéro de téléphone qui sont affichés à l'écran. Donc n'hésitez pas à les contacter, elles sont adorables, elles répondent vraiment à toutes les questions. Elles se déplacent également à vos cabinets pour vous accompagner au mieux, pour voir en fonction de l'infrastructure que vous avez si vous pouvez accueillir une assistante médicale, éventuellement vous conseiller sur les évolutions possibles, les améliorations possibles pour pouvoir l'accueillir sereinement. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. Et vous avez également voilà, toutes les fameuses, donc la foire aux questions, toutes les fameuses questions que l'on peut se poser, que d'autres professionnels se sont déjà posées, qui sont recensées sur le site de l'assurance maladie, donc amélie.fr. On en a rajouté forcément parce que nous, on a eu quand même beaucoup de questionnements également. Donc, par exemple, voilà, la différence entre un assistant médical et un secrétaire médical. Est-ce qu'il est possible de me décharger des contraintes liées à l'emploi d'un salarié? Donc, le fameux groupement d'employés avec le fameux lien dont on a parlé. Comment me faire aider si je suis l'employeur direct de mon assistant médical? Est-ce que je peux remplacer mon assistant médical? Quel est le montant du salaire d'un assistant médical, par exemple, d'après l'INSEE? Quelle est la convention collective d'un assistant médical? Ça, c'est une question qu'on se pose pas forcément, mais effectivement, quand vous êtes employeur et que vous avez un employé, pour inscrire sur sa fiche de paie, bah, vous avez forcément une convention collective qui lui est rattachée. Et ça diffère en fonction de si c'est en libéral ou en salariat, dans une clinique, par exemple, ou dans un centre hospitalier. Donc des petites subtilités comme ça, les obligations de la formation, par exemple, de mon assistant médical, qui prend en charge la formation, comment est-ce qu'elle est prise en charge, à qui s'adresse l'aide financière, voilà, pendant combien de temps je bénéficie. En fait, vraiment beaucoup de questions, vous pouvez le voir, vraiment qu'on a répertoriées, qui sont disponibles. Est-ce que je peux, comment je peux estimer, par exemple, l'aide à l'emploi que je peux avoir et quels sont les objectifs qui me seront fixés. Vous avez sur le site d'amélie.fr un simulateur qui vous permet justement d'effectuer cette simulation pour estimer voilà, l'aide que vous pourriez percevoir et les objectifs de patientèle qui vous seront demandés, forcément à partir du moment où vous avez un assistant médical, qu'il soit à mi-temps ou à temps complet. Les spécialités, voilà, on en a parlé tout à l'heure, les fameuses spécialités qui ne peuvent pas avoir d'assistant médical, compte tenu de la spécificité très technique de la profession, donc les radiologues, les radiothérapeutes, les stomatologues, les anesthésistes, les médecins anatomo-cytopathologistes, déjà c'est déjà très compliqué à dire, et les médecins nucléaires, voilà. Donc ce sont ces 6 spécialités-là qui ne peuvent pas avoir d'assistant médical. Donc voilà, beaucoup de questions qui sont recensées ici. N'hésitez pas à en poser. Si vous voyez qu'il n'y a pas, voilà, il y a une question qui n'est pas là et que vous voulez avoir une réponse spécifique, n'hésitez pas. Voilà, vous nous la posez, soit en commentaire de la vidéo, soit directement par mail. Et nous, on répondra derrière, quoi qu'il arrive. On demandera l'information. Soit on a l'information et on vous la donnera directement, soit on ira la demander à un délégué de l'assurance maladie. Et dans ce cas-là, on vous transmettra l'information. Et vous avez également les liens utiles qui sont disponibles en fin de document, donc avec la fameuse vidéo de présentation qui a été réalisée par la CEPAM, donc la fameuse vidéo qui dure 3 minutes, les modalités du dispositif également, donc qui sont disponibles sur le site d'Amélie, le simulateur à l'emploi qui vous permet d'estimer l'aide à l'installation que vous pourriez avoir, la calculatrice qui vous permet d'avoir l'objectif d'atteinte de patients en fonction forcément de la configuration que vous avez pris avec l'assistant médical, si c'est temps partiel ou temps complet. Vous avez également le site qui vous emmène sur la CCN, donc sur les conditions de formation de l'assistant médical. Le droit du travail et la convention collective, forcément, vous allez devoir y passer si vous prenez un assistant médical et que vous êtes l'employeur direct de cet assistant médical.
les formalités administratives de l'employeur, voilà, tout un tas de petits sites qui sont également sur le site d'amélie.fr et qui vous permettent justement de vous accompagner ou de vous orienter en tout cas dans les meilleures conditions pour l'embauche d'un assistant médical. Eh bien écoutez, si vous n'avez plus de questions, ben, je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée. Merci à vous d'avoir Merci à participé. ça. Merci. Merci à tous d'avoir Merci. participé et n'hésitez pas voilà, à nous recontacter. On répond à vos questions. La CPTS, que ce soit la CPTS surpoids ou la CPTS santé sénile, sont là vraiment pour vous accompagner. On ne peut pas prendre en charge les patients à votre place. Voilà, ça c'est une chose, c'est pas Ah, possible. mince. Malheureusement, on ne peut pas créer non Bon, plus des médecins, voilà, malheureusement. Mais on peut essayer de voilà, vous accompagner au mieux, peut-être et vous décharger de certaines tâches. On essaye de faire au mieux. N'hésitez pas voilà, à contacter votre CPTS et voir voilà, ce qui peut être mis en place. Voilà, on peut développer des projets également avec vous. On peut faire remonter également vos problématiques de territoire. Bon, forcément, on les connaît hein, plus ou moins, hein, les difficultés de territoire, mais peut-être voilà, les faire remonter plus haut, voilà, à l'assurance maladie, à la CNAM, peut-être à la FCPTS, peut-être encore plus haut. Donc voilà, n'hésitez pas. La CPTS, elle est également là pour ça, pour être le lien entre les professionnels de santé libéraux et ben, nos institutions. Parce que nous aussi, nous sommes professionnels de santé libéraux, pas moi, hein, moi je ne suis qu'administratif. Mais en tout cas, voilà, tous les membres de la CPTS, les membres du bureau sont tous professionnels de santé, donc ils ont les mêmes difficultés que vous. Ils travaillent également, on leur demande de prendre plus de patients. Forcément, voilà, c'est assez c'est pas particulier. fiction. On est là pour brandir bien haut le flambeau du travail collaboratif et de la liberté. C'est bien présenté, n'est-ce pas? Et on a toujours point d'allant. En Voilà. tout cas, merci, docteur Pichnet, d'avoir été présent. Merci Et beaucoup. Et merci à merci Merci à Elena. vous. Elena. Merci Merci. Elena également Merci. d'être présent. Merci. Et puis voilà. À Merci. bientôt. Bonne soirée. À Bonne bientôt. À soirée. Au bientôt. revoir. Soirée. À Bonne Au soirée. bientôt. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir.